Donc merci aux organisateurs. Et on est parti pour une demi-heure d'explication vraiment synthétique sur ça. C'est-à-dire finalement, ce que je vais essayer de développer ici, c'est non pas tous les processus qui conduisent aux croyances, mais simplement, je me mets là parce que sinon peut-être qu'on ne voit pas, pourquoi le cerveau humain et en quoi c'est une machine à créer des croyances infondées. Voilà. Alors, on avance. Parce que je n'ai pas de télécommande, et par la force de la pensée, je ne peux pas arriver à... Donc, alors, je vais commencer par définir ce que c'est que les croyances infondées. Bon, c'est très simple, et vous savez tous, allons-y. Voilà, donc, voilà, croyances infondées, c'est quoi? C'est quand il y a un décalage vraiment incontestable, évident, entre une croyance... Excuse-moi, ouais. plus fort, ah oui, pas bien. Vous entendez pas? Bon. Sur le menton. Ok. Donc, lorsqu'il y a un décalage énorme entre une croyance, une conviction, et en fait, les éléments théoriques ou les éléments empiriques dont on dispose pour soutenir cette croyance. Et parfois, ce décalage est immense, c'est quelque chose qui est propre aux humains, on ne retrouve pas ça dans le règne animal, enfin, chez les autres animaux, et ça m'a intrigué, ça a été l'objet d'un questionnement que j'ai eu depuis quelques années. Un exemple de croyance, évidemment, vas-y. Bah, c'est la croyance en Dieu. Typiquement, bah, c'est une croyance qui est très forte, pour laquelle les gens sont capables de donner leur vie, mais en contrepartie, il n'y a aucune preuve empirique de l'existence de Dieu, puis il n'y a pas d'éléments théoriques qui permettent de manière irréfutable à conclure à l'existence de Dieu. Alors je précise tout de suite, parce qu'il y a peut-être des croyants parmi vous, et je ne voudrais pas me faire embêter, une croyance infondée n'est pas nécessairement fausse. Elle peut être vraie. La probabilité qu'elle le soit est faible, mais rien n'exclut qu'elle soit vraie. Donc peut-être que Dieu existe. On avance. Alors ce que je voudrais vous montrer, c'est que les croyances, de manière générale, c'est comme un effet secondaire de la puissance du système cognitif. Et il faut prendre cette phrase-là au sens littéral ou quasiment médical. Quand vous avez une substance active d'un médicament, souvent cette substance active a des effets annexes qui ne sont pas nécessairement souhaités, mais qui sont là. Eh bien, nous avons évolué dans notre environnement, on a développé des capacités cognitives énormes pour nous permettre de traiter efficacement notre environnement, mais du fait de cette puissance cognitive, nous avons la possibilité de produire des croyances. Donc, quelque part, la croyance, c'est un produit de notre intelligence. Si nous étions beaucoup plus bêtes, nous ne croirions pas. Mais peut-être que si l'on était plus intelligent, on ne croirait pas non plus. Mais ça, c'est une spéculation. On avance. Donc, de ce fait-là, nous avons, ça c'est clair, on peut le retrouver dans l'humanité d'un point de vue historique et encore aujourd'hui, nous avons une incroyable capacité et une propension très très grande à produire des fictions. Ce qui est tout à fait normal, produire des fictions, c'est ce que vous faites en permanence dans votre vie. Dès que vous êtes confronté à une situation qui pose problème, eh bien, vous essayez d'imaginer quelque chose qui la rend intelligible. Donc ça, c'est au fondement des croyances, mais pas que des croyances, bien sûr. On continue. Et il y a une autre chose qui est vraiment inhérent à l'humain, qui est propre à l'humain, c'est la conviction que vous avez probablement tous, que derrière la réalité directement accessible, le monde que vous pouvez percevoir, dont vous pouvez faire l'expérience concrète, il y a peut-être une réalité ultime, quelque chose de plus profond qui est derrière, comme si le monde ne s'arrêtait pas à ce que l'on voit, à ce que l'on perçoit. Et si vous pensez comme ça, vous avez raison, parce que le monde n'est pas directement compréhensible au travers de ce qui est d'accès direct. Et cette position-là, vous la retrouvez chez les philosophes. C'est même le fondement de la philosophie, c'est ça. Il doit y avoir quelque chose de plus important que ce qui nous est donné, Platon. C'est ce que vous avez dans la science. Les scientifiques ne s'arrêtent jamais à l'observation. Non, ça n'existe pas. Mais c'est vrai aussi des croyants. C'est même très vrai des croyants. La différence entre les scientifiques, les philosophes et les croyants, c'est pas sur cette capacité d'imaginer un monde caché et de réaliser des fictions au sujet de ce monde, c'est les moyens mis en œuvre pour valider la fiction. C'est tout. Pour le reste, les scientifiques, comme les croyants, sont aussi créatifs. On avance.
Alors, la thèse que je présente dans mon livre, et je vais en présenter qu'un tout petit aspect ici, c'est qu'il y a une multitude de croyances qui, sur le papier, n'ont rien à voir. Croire que quand on touche du bois, ça va permettre de bien réussir et croire en Dieu, c'est pas pareil. Mais ce que l'on a montré depuis maintenant pas mal d'années, c'est que derrière toutes ces croyances, la variabilité infinie des croyances, il y a des processus neurocognitifs absolument identiques. Alors ça peut être insultant pour des gens qui sont croyants en Dieu et à qui on dit « mais tu sais, c'est la même chose que de croire que tel chiffre porte bonheur ». Mais en réalité, les processus sont les mêmes. Alors, c'est ce que je vais décrire, mais très rapidement. Alors, je vais commencer par cette question parce que ça fait référence à deux modes de traitement de l'information qui jouent un rôle considérable dans le fait que l'on est croyant ou sceptique. Alors, certains m'ont déjà écouté et certains connaissent ce problème parce que c'est un grand classique, le type de problème que l'on propose pour expliquer ce que l'on entend par traitement intuitif et traitement analytique. Alors, voici le problème. Une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 €. Une raquette de tennis coûte 10 € de plus que le jeu de balle. Combien vaut le jeu de balle? Un problème très simple, donc. Et alors, ceux qui le connaissent, bien sûr, connaissent la solution, mais ceux qui ne la connaissent pas ont probablement pensé que le jeu de balle valait 1 €. En tout cas, c'est la réponse qui vient spontanément chez 90% des humains à peu près. Maintenant, la réponse est fausse, c'est pas 1 € parce qu'on avance, parce que si le jeu de balle vaut 1 € et que la raquette en coûte 10 de plus, ça veut dire qu'elle en coûte 11, et donc la totalité, ça fait 12, alors que ça devait faire 11. La bonne réponse est 0,5. Alors, il y a des gens, même 6 mois après, parfois ils m'interpellent en me disant « j'ai toujours pas compris ». Là c'est grave. Mais par contre, que vous ayez répondu 1 €, c'est normal. Si en même temps vous avez répondu 1 € et vous dites « ouais mais je suis pas certain », c'est plutôt bon signe. Alors en fait, cette réponse elle s'est imposée à vous, elle est devenue de manière très automatique, sans effort, et c'est le produit de ce qu'on appelle le système intuitif, c'est-à-dire un mode de traitement de l'information qui fait beaucoup appel à la mémoire, à l'expérience, au souvenir, qui est peu coûteux en termes de ressources cognitives, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, et ça se développe à partir d'un traitement très global de l'information qui ne prend pas le temps de l'analyse de chaque élément d'information qui vous est donné. Par contre, si vous procédez de manière analytique, c'est beaucoup plus coûteux, votre cerveau va davantage travailler, il y a davantage d'énergie qui est nécessaire, et à ce moment-là, par un traitement rigoureux, beaucoup plus lent, qui fait l'objet d'une acquisition, d'un enseignement, eh bien on peut détecter le piège et trouver la bonne réponse. Donc il existe des tests qui permettent d'évaluer pour chaque sujet leur propension à fonctionner plutôt de manière intuitive ou plutôt de manière analytique. Bon, je pourrais vous le faire passer. Et quand on fait passer un de ces tests et qu'on regarde le résultat, sur la base du résultat, on peut dire ce sujet va probablement être croyant ou ce sujet va probablement être sceptique. On ne peut pas dire de quelle croyance il s'agira, mais on sait qu'il a tendance à produire des croyances. Alors, on avance. Donc ça, il y a des tas de recherches qui montrent que les sujets les plus intuitifs sont les plus croyants et les sujets les plus analytiques, les plus sceptiques. Et en ce sens, c'est Pascal qui disait, c'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu et non avec la raison. Je traduis en termes d'aujourd'hui, c'est avec le système intuitif qu'on peut se forger la conviction de l'existence de Dieu, et pas avec la raison, parce que la raison ne peut pas permettre de conclure à l'existence de Dieu. Ou alors Saint-Exupéry, qui est une chose avec laquelle je suis en total désaccord d'ailleurs, mais il traduit bien ce que j'ai dit tout à l'heure, il dit « on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Vous retrouvez là l'importance accordée au monde caché, l'invisible, il est là quelque part, mais il n'est pas accessible à la raison. Il est accessible avec le cœur, c'est-à-dire avec l'intuition. Ben non, en général avec l'intuition, vous détectez surtout des conneries que je vais maintenant développer. Voilà, on y va. Alors je vous présente une première expérience qui valide ça d'une manière assez amusante. C'est donc des collègues canadiens qui ont fait ça. Peut-être que vous connaissez Deepak Chopra, un gourou, médecin, auteur à succès américain. Ils ont pris
des mots stéréotypés que vous retrouvez dans les textes de Deepak Chopra. Et ensuite, ils ont créé un petit programme qui prend ces mots et qui les associe de manière aléatoire en respectant les règles syntaxiques du français ou de l'anglais. Donc ça va faire des phrases qui sont le résultat d'un fonctionnement parfaitement aléatoire, donc des phrases qui ne veulent rien dire. Voilà par exemple, le monde physique résulte de photons karmiques, ou bien la transcendance révèle l'existence de forces quantiques. Bon, déjà, dès que vous voyez quantique, vous savez qu'il faut mettre à la poubelle, si ce n'est pas un physicien qui en parle. Hein. Alors, ils ont proposé ça à des sujets en leur demandant d'évaluer l'intérêt, la profondeur de ce type de phrase. Et parallèlement, ils les ont testés pour savoir s'ils fonctionnaient plutôt de manière intuitive ou plutôt de manière analytique. Et ce qu'ils observent, c'est une corrélation très forte. Plus vous fonctionnez de manière intuitive, au sens cognitif du terme, hein, et plus vous êtes prêt à accorder de l'intérêt, de la signification, de la profondeur à des phrases qui ne veulent strictement rien dire. Donc, en gros, plus vous fonctionnez de manière intuitive, plus vous êtes susceptible de tomber dans le piège de ce qu'ils appellent du bullshit, donc des conneries. Et évidemment, ça joue d'un poids considérable, ça on l'a montré dans la manière dont les sujets exploitent les réseaux sociaux, Internet, etc., c'est qu'on sait que quand on est confronté à Internet, ça maximise les chances de fonctionner de manière intuitive. Ce qui explique malheureusement que sur Internet, c'est empiriquement montré, les informations fausses circulent 6 fois plus vite que les informations vraies. Ce qui pose évidemment un problème sociétal énorme dont parle souvent Gérald Bronner précisément. On continue. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter les différents processus cognitifs qui sont en jeu dans les croyances. Je vais en évoquer qu'un seul. Je suis désolé, c'est une question de temps. C'est celui-ci. C'est le fait que, en tant qu'humain, vous essayez en permanence d'identifier ce qui est la cause de quoi. Quand vous observez un effet, notamment si c'est un effet indésirable ou au contraire désirable, vous vous dites, mais c'est quoi la cause de ça? Et vous essayez toujours d'identifier une cause. Et tant qu'on n'a pas identifié une cause, eh bien, on est dans l'inconfort psychologique. Et c'est très puissant, c'est très utile, c'est très adaptatif. Pour les humains, si on n'avait pas fonctionné comme ça, on n'en serait pas là où on en est. Mais en même temps, ça peut être très dangereux. Et ce que l'on montre, c'est que les croyants sont très libéraux dans la manière de produire ces inférences causales. Par exemple, vous allez voir un magnétiseur, le lendemain vous n'avez plus mal, vous avez à peu près 80% des gens qui concluent c'est le magnétiseur qui m'a guéri. Sur la base de quoi? Alors je vais vous donner un exemple qui est issu de ma propre expérience, qui est tout à fait authentique. Voilà, si on peut avancer. En fait, je me suis vacciné, comme vous tous probablement, pour le vaccin. Et 3 jours après avoir été vacciné, j'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Évidemment, c'est 2 événements rares. L'hémorragie interne du corps vitré, ça n'arrive pas souvent. Et vacciné pour le Covid, en tout cas, moi, c'était la première fois de ma vie. Donc, c'est très tentant en ce moment-là de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité entre les deux? Parce qu'il y a une concomitance, un rapprochement temporel. Donc j'ai formulé cette hypothèse, bien sûr, je fonctionne comme tout le monde, mais je me suis dit, ne conclue pas, mais je l'ai formulé. Bon, et puis je me suis informé à une époque où on disait tellement de choses sur les vaccins, et puis à la rentrée au mois de septembre, donc c'est pas grave, à la rentrée au mois de septembre, je téléphone à une secrétaire de mon université, je lui demande si l'été s'est bien passé, elle me dit oui, très bien, mais j'ai eu juste un gros problème de santé. Ah bon, c'est quoi? J'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Ah, je dis, tiens, ça alors. Et quel œil? L'œil droit. Moi aussi, je ne l'ai pas dit, hein. J'ai dit, moi aussi, c'est l'œil droit. Et à quel moment ça t'est arrivé? Début juin. Ah, moi aussi, c'était début juin. Donc là, je lui pose la question fatidique. T'as été vacciné pour le Covid? Et elle me répond, non, certainement pas, je suis anti-vax. Mais si elle avait répondu oui, et qu'elle m'avait dit, oui, j'ai été vacciné 3-4 jours avant que ça m'arrive, eh bien, malgré tout ce que je sais des pièges
qui nous attendent au tournant concernant ce type d'inférence causale, j'aurais sombré. Je me serais dit, alors là, attends, il y a un truc. Et j'aurais eu tort, puisqu'en fait, elle a eu son hémorragie sans avoir été vaccinée. Donc c'est dire à quel point c'est puissant. Donc il faut faire beaucoup d'efforts pour résister à ce type de mécanisme. Et de ce point de vue-là, si vous êtes ici, c'est que vous êtes un peu anormaux. Voilà. On y va. Alors, non seulement les croyants ont tendance à établir des relations causales injustifiées en masse, mais en plus, évidemment, ils les recherchent. Donc ils recherchent ces coïncidences. Vous avez même des bouquins là-dessus sur ce que c'est que la coïncidence et ce qu'elle révèle. Donc ils les recherchent. Et donc, en le recherchant, ils vont en général arriver à confirmer l'intuition qu'ils avaient au préalable. C'est le cas des complotistes, par exemple. Le concept de coïncidence est très important chez le complotiste. Vous savez que le slogan du complotiste, c'est « ça ne peut pas être le hasard ». Ben oui, ça ne peut pas être le hasard. Il y a une raison. On avance. Un exemple typique que vous connaissez sans doute, c'est la relation supposée entre les phases de la Lune et les accouchements. Il y a beaucoup de personnes qui sont persuadées de l'existence d'une relation causale. C'est la Lune qui serait à l'origine de réactions physiologiques qui conduisent à l'accouchement. Et ce qui est tout à fait intriguant, c'est que si vous interrogez des médecins obstétriciens ou des sages-femmes, beaucoup disent « oui, c'est vrai ». Il y a une relation entre les deux. Si vous leur demandez « mais comment tu peux le savoir ?» La réponse est toujours la même. Parce que je l'ai observé. Parce que leur regard a été déjà modifié par la croyance qu'ils avaient établie préalablement. Donc en fait, il y a ce va-et-vient bizarre entre ce que l'on croit et ce que l'on observe, et ce que l'on croit détermine ce que l'on observe. C'est pour ça que je dis souvent, oui, excusez-moi, ça c'est un article qui montre sur un demi-million de cas qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Mais quand vous montrez ça à ces personnes-là, elles ont des doutes. Elles se disent, attendez, mais moi je veux bien, mais moi je l'ai observé. Alors, c'est vraiment la raison qui, surtout pendant la période de Covid, où on a entendu des délires absolument hallucinants, je disais toujours aux personnes avec qui j'interagissais, mais arrêtez de vous fier à des témoignages. Il y a même eu un grand maire d'une grande ville et un député qui, sur la base de témoignages, ont conclu à l'efficacité de médicaments chers à route. Et donc je leur dis, mais allez voir les statistiques. Les cas singuliers, les témoignages ne signifient rien. Allez voir les statistiques. Oui, sauf que les statistiques requièrent un mode de fonctionnement qui est analytique, et on préfère un mode de fonctionnement intuitif qui, au contraire, est super boosté par le fait de rencontrer quelqu'un qui vous dit « j'ai vu ceci, j'ai vécu cela ». C'est un problème. On avance. Alors, bon, je m'arrête là sur tout ce qui est cognitif, parce que j'en ai pas le temps, mais évidemment, je ne voudrais pas apparaître comme un réductionniste et vouloir tout expliquer par le fonctionnement neurocognitif. Non, il y a des facteurs qui ne sont pas strictement cognitifs, qui jouent un rôle. Je les évoque ici, notamment le stress. Eh bien, on sait que le stress booste la production de croyances. C'est vraiment le carburant de la production de croyances. Pourquoi ? Parce que le stress, a tendance à vous faire fonctionner de manière plus intuitive. Donc ça se fait en deux coups comme ça, mais le stress vraiment booste le niveau de croyance. Je vais juste évoquer quelque chose qui est relié au stress, mais c'est quand même un peu différent, c'est le sentiment de perte de contrôle. Alors, on a fait une petite expérience, on peut avancer, petite expérience où on a demandé à des sujets d'évoquer une situation passée où ils n'avaient pas eu le contrôle de ce qui leur était arrivé. Alors, vous avez tous en tête des événements dans votre vie où ce qui vous est arrivé à un moment donné, vous ne l'avez pas vraiment choisi, c'est arrivé malgré vous, que ce soit positif ou négatif. Et une fois qu'on a évoqué, on va inciter un sujet à évoquer ce type d'événement, on observe ce qui se passe dans son cerveau, et dans son cerveau, il y a une activation d'une zone qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une zone qui s'active à chaque fois qu'on est confronté à des informations problématiques.
et notamment lorsqu'on se trouve en situation de perte de contrôle. Et une fois que ce phénomène s'est produit, on teste le niveau de croyance des sujets et on observe que le niveau de croyance s'est accru, et c'est notamment vrai chez les complotistes. Ça a été fait sur des complotistes aussi. Donc on voit, alors ça c'est pas strictement cognitif, c'est presque psychodynamique ou psychoaffectif. Je me sens pas bien parce que j'ai pas la maîtrise de ce qui se passe autour de moi. Et bien quand j'ai pas la maîtrise de ce qui se passe autour de moi, ça a tendance à booster le niveau de croyance. Donc il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la production de croyances qui ne sont pas cognitifs. Et puis ensuite, si on peut avancer, tel que je le présente comme ça, vous avez peut-être l'impression que finalement, notre cerveau nous conduit naturellement à croire, et qu'est-ce qu'on y peut? Je veux dire, si notre cerveau fonctionne de sorte qu'on croit, qu'est-ce qu'on y peut? Alors, c'est pas tout à fait exact, c'est un peu compliqué, mais parce qu'il y a quelque chose qui relève du choix. C'est-à-dire du choix que vous faites dans votre manière de traiter et d'appréhender les informations. C'est ce qu'on appelle une posture épistémique. Quelle est votre relation à l'information? Alors cette posture épistémique, elle peut dépendre de tas de paramètres, mais je vais décrire 3 postures épistémiques et vous me direz dans lesquelles vous vous reconnaissez. Et on a fait un test, comme ça on a interrogé des sujets. Première posture épistémique, posture intuitive. Mon intuition me trompe rarement et je lui fais confiance. Deuxième posture épistémique, analytique. Je ne valide pas une intuition si je ne dispose pas de données factuelles pour la soutenir. Troisième posture épistémique, posture relativiste. Rien n'est vrai, rien n'est faux. La vérité est une construction, la science est une croyance comme les autres. Toute vérité est relative. Alors c'est sûr que, vu l'auditoire et vu ce que je viens de dire auparavant, il y en a peu qui vont se reconnaître dans la posture intuitive. Beaucoup, sans doute, vont se reconnaître dans la posture analytique, et peut-être dans la posture relativiste qui apparaît très sympathique comme ça, elle est très œcuménique, c'est sympathique. En réalité, on a montré que les personnes qui se reconnaissent dans la posture intuitive et dans la posture relativiste sont généralement beaucoup plus croyants que ceux qui se reconnaissent dans la posture analytique. Mais y compris la posture relativiste, qui est très dangereuse, malgré ses apparences assez gentillettes, elle est très dangereuse, et je voudrais donc maintenant l'illustrer par ce qui suit. Je vais évoquer quelque chose qui semble, a priori, ne pas avoir grand rapport avec la croyance, et pourtant ça a un très grand rapport, c'est le rôle de la confiance. Pourquoi ? Eh bien parce que dans notre société, mais c'était vrai avant, mais c'est encore plus vrai maintenant, beaucoup de ce que nous savons ou de ce que nous croyons, mais je mets un slash parce que la distinction, vous allez voir, est moins claire que ce que j'ai suggéré au départ. Donc beaucoup de ce que nous croyons ou savons, à l'ère d'Internet, nous le savons par procuration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que bien souvent, les connaissances que je considère être acquises, ça n'est pas moi qui les ai obtenues, je les tiens d'autres personnes. Par exemple, personnellement, je sais que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Je sais que les vaccins me protègent. Mais pourquoi je le sais? Est-ce que moi-même, en tant que scientifique, j'ai les capacités de valider cette connaissance? Non. Enfin, moi, je n'ai pas la compétence parce que je ne suis pas paléontologue et je ne suis ni virologue ni épidémiologue. Donc, par contre, il y a des collègues autour de moi qui le sont et je leur fais confiance. Donc ma connaissance dérive de la confiance que j'accorde à d'autres. On continue. Ce qui veut dire que la distinction entre croyant et sceptique ne va pas de soi. Parce que finalement, ma connaissance repose sur le fait que je crois en la compétence de gens et dans leur honnêteté. C'est ce qui fait que vous pouvez facilement avoir ce renversement de situation qui m'arrive assez fréquemment. Par exemple, un platiste, vous savez, quelqu'un qui croit que la Terre est plate, qui s'adresse à moi dans un mail et qui me dit « Mais monsieur Ripoll, mais je sais pas, vous avez l'air pas trop bête quand même. Comment vous pouvez croire encore que la Terre est plate ?» Parce que pour lui, évidemment, que la Terre est ronde, excusez-moi. Oui, c'est entraîne une grande confusion, tout ça. Et évidemment, je suis un peu estomaqué, mais d'un certain point de vue, c'est pas totalement irrationnel, au regard de ce que je vous dis là.
Le problème, c'est que, on continue, les humains, on le sait, hein, sont mal armés pour distinguer le vrai du faux. C'est pas simple de distinguer le vrai du faux, c'est pour ça que on ment si souvent, un humain ment à peu près 1 ou 2 fois par jour, et en général les gens qui sont en face de lui ne s'en rendent pas compte, hein, parce que c'est difficile à détecter, d'où le rôle fondamental de la confiance. Parce que si vous ne pouvez plus avoir confiance, sur la base de quoi vous allez produire des connaissances? Simplement sur la base de votre expérience propre, mais ça ne va pas aller très loin. Chaque humain est ignare vis-à-vis des connaissances qu'il y a dans le monde. Donc si la confiance disparaît, c'est très dangereux, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans... Voilà. On entre dans l'ère du relativisme et dans l'ère du populisme. Alors je lis les deux parce que je m'engage dans un aspect un peu plus politique, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête pour comprendre ce qui est en train de se passer. Les deux sont liés. Et je vais l'illustrer au travers d'un dialogue entre un homme politique que vous allez peut-être reconnaître et un scientifique qui s'interroge et s'intéresse et s'inquiète du réchauffement climatique actuel. C'est lors d'une conférence, et l'homme politique vient voir ce scientifique, qui est expert en climatologie, et lui dit « Mais vous inquiétez pas, ça va commencer à rafraîchir. » Alors le scientifique, un peu interloqué, parce que quand même, comment un homme politique qui n'a aucune compétence lui dit « Mais c'est bon, il va faire frais bientôt. » Alors le scientifique, avec respect, lui répond la chose suivante. Oui, c'est ça, il lui dit « J'aimerais que la science soit d'accord avec vous. » Manière respectueuse de dire « Mais mon bras, vous me racontez n'importe quoi. » Mais bon, c'était voilà, quelqu'un d'important. Et l'homme politique conclut « Je ne pense pas que la science sache réellement. » Ce qui est très grave. C'est un homme politique important, c'est lui, c'est Donald Trump, qui est on veut dire, paradigmatique du populisme d'extrême droite, parce qu'il est d'extrême droite, il est républicain aux États-Unis, mais ici il serait clairement à l'extrême droite. C'est très grave, parce qu'il fait passer un message à quand même un peuple extrêmement puissant, selon laquelle la parole des scientifiques ne vaut rien. Et un peu plus loin, il dit la chose suivante, la vérité n'est pas la vérité. Alors c'est absurde, parce que c'est même pas respecter la règle élémentaire de la logique, tiers exclu, on ne peut pas dire A et non A. Donc lui, ça ne lui pose pas de problème, et en plus, il stigmatise la vérité pour dire qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Donc s'il n'y a pas de vérité, mais croyez ce que vous voulez. Et laissez-vous aller à votre intuition. Et puis, écoutez-moi. Et il dit un peu plus loin d'ailleurs, mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres. Et ça veut dire, mon système intuitif, à moi, Donald Trump, est plus fiable que le système analytique de ces scientifiques qui prétendent détenir une connaissance qui est par essence discutable. Ça, c'est très grave parce qu'on instille un relativisme qui touche énormément de gens. Moi, je peux vous le dire, je le vis régulièrement avec mes étudiants ou quand je fais des conférences. J'ai souvent ce type de remarques qui est très très problématique et qui est un témoin de la fragilisation de notre société. Alors, pour conclure maintenant, parce que je dois arriver, je n'ai pas mis mon chronomètre, mais je parle un peu vite parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Pour conclure, en fait, aujourd'hui, très franchement, il y a eu énormément de recherches en psychologie cognitive, en psychologie sociale, en psychologie développement, en neurosciences, en sociologie, qui permettent vraiment de bien identifier les processus qui conduisent aux croyances. Je pense qu'on maîtrise assez bien ce qui se passe dans un cerveau d'humain quand il produit des croyances. Ça, c'est clair. Par contre, il est clair aussi qu'on est démuni, encore, quand il s'agit d'agir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des gens qui sont tombés dans le panneau de la croyance? Alors, il y a quelques travaux empiriques, mais pas beaucoup. Il y a des gens qui ont développé des méthodes, mais ça reste quand même très contingent. C'est pas toujours validé scientifiquement. Ça tient parfois à la qualité de la personne plus qu'à la rigueur de la méthode utilisée. On est assez démunis parce qu'en fait, c'est très difficile d'étudier des processus qui permettent de sortir de la croyance. Parce qu'en fait, ils sont rares.
c'est beaucoup plus facile d'étudier ce qui conduit à la croyance. Donc il y a un déficit scientifique concernant cette partie-là. On continue. Et puis, il faut comprendre que si c'est si difficile, mais je pense qu'on va l'aborder par la suite de cette journée, c'est que la croyance est un moyen d'équilibrer son psychisme. Alors c'était quelque chose qu'intuitivement on avait en tête depuis très longtemps, hein, bien sûr, hein, mais sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous les montrer, mais on dispose de données qui montrent très clairement à quel point une croyance a un effet incroyable sur le fonctionnement du cerveau et contribue à procurer un état psychique, à donner un état psychique qui est relativement confortable, relativement agréable, surtout pour des personnes qui sont en souffrance. Donc, c'est très problématique parce que si vous attaquez une croyance, vous avez quelqu'un qui est tombé dans, je sais pas moi, le fantasme d'une croyance complotiste quelconque, vous essayez de lui faire entendre raison au travers d'arguments factuels, théoriques, solides, mais ça ne marche pas trop. Pourquoi? Parce que si vous fragilisez sa croyance, du coup, vous fragilisez son état psychique général, vous le détériorez. Et donc, pour se rééquilibrer, il risque au contraire d'accroître son niveau de croyance. Il y a des tas d'expériences qui le montrent. Et c'est très troublant parce que c'est au moment où on trouve les arguments les plus forts pour faire tomber une croyance qu'on se rend compte parfois qu'au contraire, on l'a accru. Donc c'est une raison qui fait que s'il n'y a pas de substitut, s'il n'y a pas quelque chose qui peut participer à l'équilibre de la personne, qui peut se substituer au rôle de la croyance dans son équilibre psychique, bah, c'est quasiment impossible de permettre à quelqu'un d'abandonner sa croyance, donc d'apostasier. Et puis, pour terminer, pour revenir à un sujet un peu plus politique, je crains personnellement, en tout cas, il semble que l'actualité me donne un peu raison, malheureusement de ce point de vue-là, que le fait que nos sociétés soient néolibérales au sens économique du terme, hein, je n'ai pas mis le mot capitaliste, mais c'est à peu près pareil, le fait que nos sociétés soient néolibérales et démocratiques pose un énorme problème, et pour moi, ces deux ingrédients, l'un est bon de mon point de vue et l'autre est mauvais, mais ces deux ingrédients ne peuvent que booster le niveau de croyance. Pourquoi? Ben, démocratique, ça peut se comprendre, c'est très simple. C'est que dans une démocratie, il n'y a pas de régulation de l'information. Vous pouvez tout voir sur Internet, vous pouvez tout dire sur Internet. L'information circule librement, encore plus aux États-Unis qu'en France. Je vois qu'il y a des gens qui font des signes de la tête, mais en tout cas, par rapport à ce que vous avez en Russie, actuellement, on est très très libre de diffuser de l'information. Bon. Donc, il y a tout et n'importe quoi qui peut circuler sur Internet. Ok, ça c'est bien. Le problème, c'est qu'on est dans une société néolibérale qui génère énormément de stress, de précarité, de sentiment de non-contrôle. C'est-à-dire les ingrédients que j'ai évoqués tout à l'heure qui conduisent à la production de croyances. Donc la conjonction des deux fait qu'on est dans un environnement informationnel qui, de mon point de vue, ne peut que booster le niveau de croyance. Et c'est ce que l'on a observé depuis quelques années. Alors, les statistiques ne sont pas très très claires, mais en tout cas, on voit qu'un grand nombre d'individus, sur la base de croyances infondées, sont capables de mener des actions extrêmement fortes, parfois extrêmement violentes. Par exemple, le Capitole aux États-Unis il y a quelque temps, qui a été induit par ce genre de choses. Donc, pour terminer sur une note très positive, allons-y. Nos démocraties pourraient bien accoucher de totalitarisme, parce que les totalitarismes sont alimentés par quelque chose qui renvoie à l'irrationalité et aux croyances infondées. Les totalitarismes n'ont jamais fait bon ménage avec la rationalité et l'esprit critique. Je crains que l'on soit un peu dans cette phase-là. Voilà, j'ai terminé. Juste la dernière diapositive, parce que donc je voulais vous remercier, bien sûr. Et puis pour le reste, soyez sceptiques. Voilà. Merci.